Codrous au Maroc vous présente le cours Permis de conduire catégorie B. Le cours comporte 3 parties complémentaires. La première traite la signalisation réglementaire utile et nécessaire pour conduire. Dans la deuxième, vous aurez des notions sur la conduite et les règles de circulation. Dans la troisième et dernière partie, vous découvrez des notions sur le conducteur, le véhicule et les comportements du circuit qu'il faut adapter. Un bon conducteur est celui qui conduit sans mettre sa vie ni la vie des autres en danger. Un accident n'est jamais dû à une fatalité, ni à un simple hasard. Il est dans la possibilité de chacun de nous d'éviter un accident, surtout lorsqu'on s'estime un conducteur consciencieux. Essayer d'éviter un accident consiste tout simplement à écarter les facteurs ou les petits éléments qui le rendent inévitable. À titre d'exemple, des pneus mal gonflés sont exposés à un éclatement très probable. La fatigue diminue la vigilance du conducteur. Il réagit avec un temps de réaction beaucoup plus long face à un danger. Rouler sur une chaussée glissante à une vitesse inadaptée entraîne le dérapage du véhicule aussi. Ne pas respecter les grandes règles du code de la route contribue à s'exposer inutilement à des risques qui se transforment en accident. Un accident n'arrive pas qu'aux autres. J'aimerais bien connaître leur origine, ça peut m'aider à les éviter. D'une manière générale, on a tendance à attribuer un accident à une cause unique si on ne le relie pas à la fatalité. La réalité, c'est qu'un accident est dû à un mauvais comportement, à une sous-estimation du risque, à une négligence ou une imprudence, c'est-à-dire à une faute de conduite, dont les conséquences sont dans certains cas dramatiques. Donc l'accident est au fait le résultat d'une accumulation des risques pris par l'usager de la route. Cependant, l'analyse des statistiques montre qu'il existe toujours un risque dominant qui provoque l'accident. Ce risque est considéré alors comme le facteur principal. Et bien sûr, comme on va le voir, il sera retenu dans les statistiques des accidents. Par exemple, on dénombre les accidents dus au non-respect de la priorité, accidents dus à l'excès de vitesse. Les chiffres que je vais t'annoncer sont alarmants. C'est selon le recueil des statistiques d'accidents corporels de la circulation routière de l'année 2002, qui a été publié par la Direction des routes et de la circulation routière après l'exploitation des formulaires statistiques établis au moment des accidents par les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale. En 2002, le nombre des accidents recensés sur l'ensemble du réseau routier national s'élève à 52 737, qui ont fait 3 761 tués et 81 365 blessés. C'est-à-dire 10 tués par jour et 2 blessés toutes les 7 minutes. C'est énorme. J'aimerais bien avoir une analyse plus ou moins détaillée de ces données. La première figure nous donne une idée sur la répartition des tués entre la ville et la campagne. Et comme tu peux le déduire, il y a beaucoup plus de tués en rase campagne qu'en ville. Pratiquement le double, malgré que les accidents sont plus nombreux en ville qu'en rase campagne. Oui, c'est ce que je vois. Ceci est normal, puisque la circulation est beaucoup plus importante en ville et les conducteurs ne peuvent pas rouler très vite. Cependant, cette répartition montre aussi que les accidents en campagne sont beaucoup plus meurtriers. Et je suppose que ceci peut s'expliquer entre autres par le non-respect de la limitation de vitesse imposée par la loi. Les conducteurs ont tendance à rouler à des vitesses plus élevées sur les routes nationales ou sur les autoroutes. Parfois même, c'est excessif. La deuxième figure montre la répartition des tués selon la catégorie d'usagers. Comme tu peux le constater dans ce cas, les piétons sont les plus touchés. Si on analyse le graphique des tranches d'âge des piétons tués sur la route, on constate que les plus touchés par les accidents et les plus exposés sont les enfants et les personnes âgées. Malheureusement, après analyse de toutes ces données, le Maroc figure parmi les pays à haute fréquence d'accidents de la route. Cette situation non seulement elle endeuille chaque année des milliers de familles, mais elle constitue un lourd fardeau que nombreux secteurs surmontent difficilement. Ainsi,
l'économie de notre pays se trouve gravement affectée puisque personne ne peut ignorer aujourd'hui le coût d'une vie humaine emportée par un accident. On ne peut diminuer cette violence routière que par une prise de conscience des risques et une modification du comportement des conducteurs. Et pour cela, je vais t'expliquer comment la combinaison de plusieurs facteurs peut entraîner des accidents parfois très graves. Comme je l'ai déjà dit, l'accident est très rarement dû à une fatalité. Au fait, ce sont les risques pris par les conducteurs qui provoquent les accidents. Ainsi, dans la majorité des cas, le facteur principal d'un accident est lié au conducteur. En effet, un conducteur fatigué qui roule par temps de pluie à une vitesse excessive s'expose à un accident inévitable à la moindre difficulté de circulation. Ainsi, en 2002, les principales fautes commises par les conducteurs et qui ont bien évidemment entraîné des accidents sont le non-respect du code de la route, la fatigue, le manque de sommeil et je termine par les stupéfiants et les boissons alcoolisées. Je te conseille vivement de les prendre en considération. Je comprends par le non-respect du code de la route, brûler le feu rouge ou un stop, ne pas respecter la limitation de vitesse, refuser la priorité ou dépasser en franchissant la ligne continue, à titre d'exemple. Le conducteur augmente les risques d'accident en circulant avec un véhicule mal entretenu. Il faut prendre l'habitude de vérifier l'état de son véhicule d'une façon régulière avant de rentrer en circulation. Tu as raison, des pneus en mauvais état ou mal gonflés sont exposés à un éclatement probable une fois on se trouve à une allure soutenue. Je n'hésiterai pas à réparer la moindre défaillance des freins et je ne prendrai pas le risque aussi de circuler la nuit avec un défaut dans l'éclairage de mon véhicule. Comment on peut attribuer des accidents à des facteurs liés à l'environnement? Au fait, c'est lié au comportement du conducteur lorsqu'il se trouve dans des conditions de conduite difficiles. C'est le cas notamment de la conduite la nuit, par temps de brouillard, par temps de forte pluie, de neige ou de verglas. Comme tu le sais, la visibilité est très faible et l'adhérence des roues à la chaussée est réduite. Adapter sa conduite en réduisant sa vitesse en fonction de ces facteurs devient une nécessité absolue. Prendre aussi un virage à une vitesse excessive me fait perdre le contrôle de mes commandes et bien sûr, le véhicule dérape et risque même de percuter un autre usager. N'oublie pas aussi d'adapter ta conduite si jamais le trafic de la circulation devient lent. De toute évidence, tu ne peux pas rouler à la vitesse maximale autorisée. Ce qu'on constate très souvent, c'est que les autres usagers ont tendance à encombrer le lieu d'un accident, même en présence des secours. La circulation devient difficile. C'est vrai, ma présence dans ce cas est inutile. En revanche, si l'accident vient de se produire, je m'arrête immédiatement pour porter assistance à des personnes qui peuvent être en danger. Il ne faut pas s'affoler. Il faut savoir appliquer certaines notions très importantes dans le calme, en attendant l'arrivée des secours. En effet, procéder par ordre peut permettre d'éviter l'aggravation de l'accident. J'ai compris. Je me gare convenablement pour que je ne sois pas à mon tour un risque d'accident. C'est-à-dire, je me gare à une certaine distance des véhicules accidentés pour laisser la place pour les secours. Je protège les victimes et le lieu d'accident, j'alerte les secours et enfin, j'essaie de secourir avec mes propres moyens. Exact. Et pour cela, je vais te détailler chaque étape. Commence par couper le contact et si possible, débrancher les batteries des véhicules accidentés. Balise les lieux d'accident et rends-les visibles à une distance de 100 mètres minimum. Et pour cela, tu peux placer les triangles de pré-signalisation à 30 mètres au moins de l'accident. Et bien entendu, tu allumes le signal de détresse. J'assure aussi la stabilité du véhicule en le calant pour l'empêcher de se déplacer ou de se renverser. Autre chose très importante, pour éviter les risques d'incendie, je ne fume pas. Et je veille à ce que personne ne fume tout près du véhicule. Mais en cas d'incendie, et à défaut d'extincteur approprié, utilise du sable ou une couverture. Surtout, évite l'utilisation de l'eau. Si l'accident s'est produit la nuit, il faut absolument éclairer les véhicules accidentés par les phares d'un autre véhicule placé d'une façon perpendiculaire à l'accotement. J'utilise même la lampe de poche si j'en ai une. Après, tu alertes rapidement. N'oublie pas que dans cette situation,
Les minutes et même les secondes comptent pour sauver une vie humaine. Sois claire et très précise pour communiquer ton message au service des secours pompiers, à la police située en ville ou à la gendarmerie royale située en rase campagne. Tu indiques bien sûr le lieu de l'accident, sa nature et les véhicules impliqués, le nombre exact et l'état des blessés. Pour cela, j'utilise le téléphone public ou le mien. Sinon, je fais donner l'alerte par un autre usager, sachant que la communication est gratuite. Quels sont les gestes simples et efficaces qui peuvent sauver la vie d'un accidenté et que je peux faire avant l'arrivée des secours sans aggraver son état? Apporte-lui d'abord un réconfort moral s'il est conscient et protège-le avec une couverture. N'essaie surtout pas de le transporter dans ta voiture. Il ne faut pas non plus lui donner quelque chose à boire. Si le blessé est un motocycliste, ne lui retire pas son casque. Mais si la victime est en danger, je veux dire s'il y a risque d'incendie, de noyade ou risque de chute dans un ravin, je dois le protéger quand même. Dans ce cas, son déplacement est évident. Il ne faut pas le tirer par les membres. Il faut éviter la moindre torsion de la colonne vertébrale. Et pour cela, il faut que l'ensemble tête, cou, tronc reste sous forme d'un bloc rigide. Tu places ensuite la victime dans la position latérale de sécurité. Exact. D'ailleurs, ce sont les deux dangers qui peuvent provoquer la mort avant l'arrivée des secours. Au fait, avoir en tête quelques notions de secourisme peut servir à n'importe quel moment de la vie. Je viens de parler de la position latérale de sécurité. Comme il te le montre la photo, il faut allonger le blessé sur le côté, avec le genou supérieur fléchi pour assurer sa stabilité, la tête bien calée et la bouche vers le sol pour faciliter le rejet. D'autres dangers m'inquiètent et je me pose la question comment je peux réagir dans le cas d'une hémorragie grave ou dans le cas où il y a risque d'asphyxie de la victime. Pour combattre l'hémorragie, il faut l'arrêter en exerçant des pressions entre le cœur et la plaie. La photo montre qu'il existe sur le corps humain des points de compression différents. Au niveau de la carotide, du bras et au niveau de la cuisse. Je comprime la plaie avec un gros pansement, avec une serviette ou tout simplement avec mon poing nu. Pour fixer le pansement, je le serre bien fort mais sans excès avec une bande. Je n'oublie pas de marquer l'heure à laquelle j'ai appliqué la compression pour la signaler au secours. Pour combattre et éviter l'asphyxie, il faut commencer par retirer de la bouche du blessé tous les corps étrangers qui risquent de l'étouffer, comme par exemple le dentier, les caillots de sang, etc. Je desserre ensuite ses vêtements, comme la ceinture, la cravate, les soutiens-gorge, etc. Et je place ma main sous sa nuque et l'autre sur le front. Et je tire la tête doucement en arrière pour lui dégager la trachée, comme il le montre la photo. Si tu sens que le blessé continue à respirer très mal, il faut pratiquer le bouche à bouche. La première photo te montre la première étape de cette action. Il faut que tu te places d'une façon perpendiculaire par rapport au blessé. Maintiens sa tête bien en arrière, en tirant légèrement sur elle. Une main appuie fortement sur le front, pendant que l'autre pousse le menton vers le haut. Dans la deuxième étape, tu appliques ta bouche largement ouverte sur celle du blessé, en appuyant fortement pour empêcher les fuites d'air. Tu pinces ses narines ou tu les bouches avec ta joue. Tu souffles fortement l'air de tes poumons dans ceux du blessé. À ce moment-là, sa poitrine doit se soulever. J'enlève ma bouche pour respirer et j'aide la victime à expirer. Il faut recommencer cette opération à la fréquence de 12 à 15 souffles par minute pour un adulte. Pour un enfant, il faut souffler moins fort, mais à une fréquence 2 fois celle de l'adulte. Dans tous les cas, je continue le bouche à bouche sans interruption, jusqu'à ce que les secours prennent la relève. Heureusement que tous les accidents ne sont pas très graves et beaucoup d'entre eux ne provoquent que des dégâts matériels. Si on est impliqué dans un accident de ce genre, il faut s'arrêter immédiatement, rester calme et courtois et dégager la chaussée pour ne pas encombrer la circulation. Il faut avoir toujours à l'esprit le réflexe de constat amiable. Et pour cela, je dois avoir en permanence dans la boîte à gants de mon véhicule un formulaire du constat amiable. Je dois le rédiger avec beaucoup de précision en décrivant d'une façon claire les faits de l'accident. Ça me permettra de bien défendre mes droits et de me faire indemniser. Je te recommande aussi d'avoir un stylo, de la craie,
à mettre ruban et une torche électrique. Il faut remplir le constat amiable à deux. Si tu analyses bien le formulaire, on constate qu'il y a différentes rubriques à remplir. Sur la première, il est indispensable de préciser la date, l'heure et le lieu de l'accident. Le lieu est une donnée très importante. Dans certains cas, l'assureur se déplace sur le lieu de l'accident pour vérifier certains points. N'oublie pas de préciser la nature de la route. Je veux dire par cela, est-ce qu'il s'agit d'une route nationale, d'une autoroute, etc. Même s'il y a des blessés légers, je les signale. Si l'accident a provoqué des dégâts matériels autres que ceux des deux véhicules, il faut les décrire, comme par exemple des objets personnels endommagés, une vitrine cassée, etc. Le dernier point concerne la présence ou l'absence des témoins. Je te recommande de noter leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone si possible. Leurs témoignages peuvent te servir en cas de désaccord avec l'autre conducteur. Là, je vois deux colonnes. Je peux remplir la colonne verte comme je peux remplir la colonne rouge. Pour remplir cette rubrique, je me réfère à la carte grise du véhicule. Dans la rubrique qui suit, tu te réfères cette fois-ci à l'attestation de l'assureur. La quatrième rubrique me concerne, et pour la remplir, j'ai besoin de mon permis de conduire. Comme sur la photo, tu marques par une flèche le point de choc initial sur ton véhicule. Ton adversaire doit procéder de la même manière et marquer à son tour le point de choc initial sur le sien. Ce renseignement détermine donc les responsabilités de chaque conducteur. C'est pour cela, je ne dois pas marquer les autres dégâts matériels s'il y en a. N'oublie pas de marquer aussi ce que tu as observé au moment de l'accident, comme par exemple un excès de vitesse, un non-respect de la priorité ou d'un panneau stop. Là, il s'agit de la partie centrale du formulaire. Exactement. C'est dans cette rubrique qu'il faut marquer les autres dégâts apparents sur le véhicule. Et bien sûr, pour les dégâts que tu ne peux pas voir, c'est à l'expert de se charger des détails. Grâce à un carbone, le constat amiable est reproduit en double exemplaire. Une fois signé, je sépare le formulaire en deux et je donne un exemplaire à mon adversaire. Chacun de vous deux complète le verso de son document. C'est une partie où tu dois reproduire un plan détaillé de l'accident et mentionner ses circonstances. Tu seras mené à signaler aussi s'il y avait ou non un procès-verbal de la police ou de la gendarmerie royale. Et si jamais il y a d'autres dégâts autres que les deux véhicules, il faut les détailler aussi. Une fois fini, je fais parvenir mon constat amiable à mon assureur dans un délai maximum de 5 jours. Il faut savoir une chose très importante. Le constat amiable n'est pas valable lorsque le véhicule de ton adversaire est un véhicule de service appartenant à l'État marocain. On vient de voir que si jamais tu es impliqué dans un accident et que tu es responsable des dégâts causés à l'autre usager, tu es obligé de l'indemniser. Malheureusement, à la suite d'un accident routier, le montant d'indemnisation, d'une pension d'invalidité par exemple, d'un véhicule détruit, d'un immobilier endommagé est très élevé. Et par conséquent, le conducteur ne peut pas faire face à des frais de cette ampleur. C'est pour cette raison que la loi a imposé une assurance obligatoire qu'on appelle aussi responsabilité civile. À côté de cette assurance obligatoire, il existe une assurance facultative. Explique-moi alors les risques couverts par l'assurance obligatoire et les risques couverts par l'assurance facultative. La première couvre les risques A et B, c'est-à-dire tous les dommages matériels et corporels que tu as fait subir à autrui. Bien entendu, les dommages que tu as subis toi à ton tour ne sont pas pris en charge par ton assureur. Mais comment je peux recevoir des indemnités pour les dommages de mon véhicule? C'est l'assurance facultative qui les prend en charge. Je t'explique. Les conséquences d'un accident, comme le cas d'un choc avec un mur, ou dans le cas où le véhicule se renverse à la suite d'un dérapage, sont couvertes par cette assurance. C'est ce qu'on appelle les risques C. Je comprends. Les risques D et E sont aussi couverts, c'est-à-dire le cas où il y a détérioration du véhicule à la suite d'un incendie ou en cas d'un vol. Enfin, il y a le risque F, qui concerne le bris de glace et pare-brise, et le risque G, qui est relatif aux frais d'une action judiciaire. Autrement dit, tu peux assurer ton véhicule, si tu le souhaites,
pour tous les risques qu'il peut subir. Dans ce cas, tu vas avoir ce qu'on appelle une assurance tout risque, qui couvre les risques C, D, E, F et G dont on vient de parler.